Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre. Et quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prendre tous ces airs étonnés, tu le savais bien? Il est mort il y a 2 ans. Rappelle-toi, on est allé à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Et je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Cela faisait 3 ans que l'on a entendu parler de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il était si bien conservé. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Cela faisait déjà 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Oh, je ne l'ai vue qu'une fois par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, mais on ne peut pas dire qu'elle soit très belle. Elle est un peu trop grosse et trop grande. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand vont-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Oui, et il faudra leur offrir un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrions-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Des enfants? Il ne leur manquait plus que cela. Pauvre femme. Qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? C'est bien qu'ils ont un garçon ou une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime l'enfant. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait à son tour se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? Mais de quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Mais non, ce n'est pas celui-là, c'en est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. 3 jours par semaine? Que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir et je peux pas répondre à toutes tes questions débiles. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, et vous vous fardez vos lèvres, vous poudrez vos joues 50 fois par jour, si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et qu'est-ce que tu dirais si les hommes faisaient comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche.
Asseyez-vous, je vous en prie. Chaque fois que je lèverai la main droite, vous direz La Rochelle. La Rochelle? La Rochelle? La Rochelle? Où sommes-nous ici? Dans quelle ville? Je ne sais pas. Comment? Ça fait 27 ans que vous habitez ici et vous ne savez pas où vous êtes? 27 ans? Non, je suis arrivé ce matin. Où ça? À Paris. Mais nous sommes ici à La Rochelle. Ah bon? Tiens. Connaissez-vous La Rochelle? Oui, j'y suis allé une fois, oui. Pourquoi faire? Pour me promener. Enfin, pas exactement. Pour aller voir quelqu'un que je connaissais. Une fille, voilà. J'ai pris le train pour La Rochelle, je suis allé 27 rue des Voiliers. C'est là qu'elle habitait. Je l'ai vue, on a fait l'amour. C'était ni mieux ni moins bien qu'avec les autres. Et je suis revenu à Paris. Qu'avez-vous vu d'intéressant à La Rochelle? Absolument rien. Vous n'avez pas vu la mer? Non, jamais. J'aimerais bien la voir, ça doit être très beau. Vous buvez? Pas énormément. Un apéritif de temps en temps. Et puis, si on peut plus se réunir entre potes pour boire un coup, autant crever tout de suite, franchement. Non? Je vais vous dire une phrase, vous allez la répéter. Hier, j'ai rencontré un ours qui faisait du vélo. Hier, j'ai rencontré un ours qui faisait du vélo. Hier, j'ai rencontré un ours qui faisait du vélo. Hier, j'ai rencontré un ours qui faisait du vélo. C'est dans votre tête maintenant? Je suis bête. C'est moi l'ours. C'est dans votre tête? Je suis bête. Comme un ours. Cette folle poursuite m'a fait perdre le souffle. Ouh, plus je le poursuis, et moins il me fait grâce. Ou qu'elle se trouve aller heureuse, Hermia, avec ses yeux attirants et enchanteurs. Mais qu'est-ce qui les rend souriants? Non pas des larmes amères, car mes yeux en sont bien plus souvent baignés que les siens. Non, 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 je suis aussi laide qu'une ours. Les bêtes que je rencontre s'enfuient épouvantées. Il n'est donc pas surprenant que Démétrius fût à ma vue comme si j'étais un monstre. Mais quel vilain miroir trompeur m'a poussé à comparer mes yeux aux yeux attirants et étoilés d'Hermia. Ah! Mais qui est là? Lysandre étendu sur le sol. Je ne vois ni sang, ni blessure. Lysandre, si tu es en vie, réveille-toi, mon bon ami. Je me jetterai au feu par mon de toi, ma douce, ma transparente, Helena. Nature l'art de me faire découvrir ton cœur à ton sein. Où est Démétrius? Ah, que ce vienne m'enfermer le périsse mon épée. Pas ça, Lysandre, ne dis pas ça. Qu'importe qu'il aime ton Hermia, qu'importe, puisque mon Dieu, Hermia t'aime toujours. Sois donc content. Moi, me contenter d'Hermia? Jamais. Comme je regrette ces heures passées auprès d'elle. C'est Helena que j'aime. Et non, Hermia, pourquoi changer une cornée contre une colombe? C'est la raison qui guide la volonté de mon cœur, et la raison me dit que vous êtes la plus précieuse. Tout ce qui croit sur terre n'est mûr qu'en sa raison. Moi-même, prochain, je n'étais pas assez mûr pour la raison. Maintenant que j'atteins le fait de la conscience humaine, sa raison qui m'entraîne vers tes yeux, je vis la plus belle histoire d'amour écrite dans un livre plus rare. Suis donné pour essuyer vos mordants moqueries? Que t'ai-je fait pour mériter ton mépris? N'est-ce pas assez, jeune homme, n'est-ce pas assez que je ne puisse jamais, non jamais obtenir un doux regard de Démétrius? Faut-il encore que vous ralliez ma médiocrité? Oui, tu me fais tort en vérité en me faisant la cour de si méprisante façon. Mais adieu, je dois dire que je vous croyais un plus galant gentilhomme. Pourquoi faut-il qu'une femme méprisée par un homme soit de ce fait par un autre insultée? Elle ne voit pas Hermia. Hermia reste là, couchée sur le sol. Et puisses-tu plus jamais t'approcher de Lysandre, car même les choses les plus douces provoquent un estomac plus profond d'ingestion. Et toi, mon âme tout entière, rassemble tes forces pour honorer Helena et devenir son chevalier. Au secours, Lysandre! Au secours! Fais l'impossible pour arracher ce serpent qui me rampe sur la poitrine. Hélas, par pitié! Quel cauchemar! Au secours, Lysandre! Au secours! Fais l'impossible pour arracher ce serpent qui me rampe sur la poitrine. Hélas, par pitié! Quel cauchemar! Au secours, Lysandre! Au secours! Fais l'impossible pour arracher ce serpent qui me rampe sur la poitrine. Hélas, par pitié! Quel cauchemar!
Regarde, Lysandre. Je tremble de peur. J'ai cru que serpent me dévorait le cœur et que tu assistais souriant à cet assaut cruel. Lysandre? Lysandre? Quoi? Il n'est plus là? Lysandre! Où es-tu? Tu ne m'entends pas? Il est parti. Pas un bruit. Pas un souffle. Hélas! Où es-tu? Parle si tu m'entends! Parle au nom de l'amour! Je suis presque évanouie de frayeur. Rien. Je vois trop bien que vous n'êtes pas proche. Que je meurs si je ne vous retrouve pas à l'instant. Tu es venu jusqu'ici. Maintenant, passe là-dedans. Il fait bien trop noir là-dedans pour que je passe. Il ne fait pas plus noir là-dedans qu'ici. Eh bien, justement, ici, il fait complètement noir. Il ne fait pas complètement noir puisque je te vois. Et moi, je ne te vois pas. Pour moi, il fait complètement noir. Si tu passes avec moi là-dedans, je te parlerai de quelque chose. À propos de quelque chose dont je te parlerai si on passe tous les deux là-dedans. Je ne peux pas passer, mon frère me tabasserait. Ton frère ne le saura pas. Même s'il ne saura pas, je ne veux pas passer. Pourquoi tu m'as suivi jusqu'ici alors? Je suis venue jusqu'ici seulement pour prendre l'air, parce que j'ai bu trop de café, parce qu'il faisait trop chaud chez moi. Pas pour faire du tout quelque chose avec toi. Mais je ne te demande pas de faire quelque chose. Tu n'as qu'à te laisser faire. Je nous fais passer là-dedans et je m'occupe de tout. Il fait trop noir là-dedans, je suis trop petite et j'ai peur. Il y a des trous dans le plafond et dans les murs. Il fait moins noir dedans que dehors à cause des lumières du port qui viennent de l'autre côté. Et comment je pourrais savoir pour ne pas avoir assez peur, moi? Mais tu n'as qu'à fermer les yeux. Voilà comment. C'est idiot, si je ferme les yeux, il fait complètement noir. Si tu fermais les yeux, comment c'est dehors, noir ou pas noir, ça te serait égal. Tu peux faire comme si c'est plein de lumière, que tu as juste les yeux fermés, que je nous conduis, que l'on passe tous les deux là-dedans, que tu les ouvrais quand je te le dirai, et ce n'est même plus la peine de les ouvrir jamais. Si au moins il y avait une lumière dans la rue, je pourrais voir la porte, et je pourrais dire je passe ou je ne passe pas. Mais là, je ne vois même pas la porte, et je ne peux pas dire si je veux ou si je ne veux pas. Je crois que je ne veux pas parce que je ne vois pas la porte, au point que si je ne savais pas qu'il y en a une, parce que je la vois tous les jours, quand il fait jour, je ne saurais même pas qu'il y en a une. Et que si toi tu ne me parlais pas, je ne saurais même pas qu'il y a toi ou quelqu'un là. Je commence par avoir tout à fait peur. Il ne faut pas avoir peur trop longtemps de suite. Et il faut bien arrêter un jour d'être petite. Je ne dis pas bien sûr, peut-être un jour que je ne passerai pas là-dedans. En cas que quelqu'un de très très joli un jour me dise passe. Mais le problème là-dedans, c'est que toi je te connais, je te vois tous les jours. Et même s'il fait noir, je me souviens exactement comment tu es. Alors je ne vais pas te le dire parce que tu ne serais pas très très gentil. Mais tu n'es pas assez jolie au point que je dise je passe avec celui-là maintenant et je laisse tomber tous les autres. La vérité, c'est que tu ne peux pas savoir si un garçon est joli ou pas joli. Tu ne peux rien savoir d'un garçon.
Oh. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at the clouds, so dark up above. The sun in my heart, and I'm ready for love. As the stormy clouds are chased, Everyone's from the place. Come on with the rain, have a smile on my face. Oh, fais gaffe le vieux, merde. Je suis un vieil homme, et je me suis attardé au-delà de ce qui est raisonnable. Je me réjouissais d'avoir attrapé le dernier métro, lorsque soudain, à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station, que je fréquentais pourtant si souvent, que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait, derrière le parcours limpide que je pratique tous les jours, un monde obscur de tunnels et de directions inexplorées que j'aurais préféré ignorer mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà soudain que les lumières s'éteignent et ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence. Je marche donc, droit devant moi, dans un monde inconnu, le plus vite possible, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour un homme de mon âge. Et lorsqu'au bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt, je crois enfin apercevoir une issue, patatras, un énorme grillage m'en interdit l'accès. Alors me voici ici, dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge, puni de ma distraction et de la lenteur de mon pas, à attendre je ne sais trop quoi, et je ne veux pas trop savoir quoi, car de telles nouveautés à mon âge sont dures à avaler. Sans doute le petit matin. Oui, sans doute est-ce cela que j'attends dans cette station, qui m'était aussi familière que ma cuisine, et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que le premier métro passe, que les lumières ordinaires se rallument. Et je suis fort inquiet, car je ne sais pas comment je reverrai la lumière du jour après une aventure aussi fantaisiste. Cette station ne m'apparaîtra jamais plus pareille. Je ne pourrai plus ignorer ces petites lanternes blanches qui n'existaient pas jadis. Et puis une nuit blanche. Je ne sais pas comment cela transforme la vie. Je n'en ai jamais fait. Les jours ne doivent plus alterner avec les nuits, comme cela se faisait jadis. Tout doit être décalé. Je suis vraiment très inquiet au sujet de tout cela. Mais vous, jeune homme, oui, vous, dont les jambes me semblent bien agiles, et le regard bien clair, oui, je vois bien votre regard clair et non pas trouble et sot comme celui du vieil homme que je suis. Il m'est impossible de croire que vous soyez laissé piéger par ces couloirs et ces grillages fermés, non. Non, même un grillage fermé, un esprit aussi clair que le vôtre traverserait comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit? Parlez-moi de vous, cela me rassurera. On peut toujours dérailler, jeune homme. Oui, oui, maintenant je sais que n'importe qui peut dérailler, n'importe quand. Moi qui suis un vieil homme, moi qui croyais connaître le monde et la vie aussi bien que ma cuisine, patatras. Me voici hors du monde, à cette heure qui n'en est pas une, avec surtout l'inquiétude de ce qui se passera lorsque les lumières ordinaires se rallumeront et que passera le premier métro, que les gens ordinaires envahiront cette station. Et je ne sais rien de ce qui se passera maintenant, de la manière dont je verrai le monde, ou dont le monde me verra, ou ne me verra pas.
Je ne saurai plus ce qui est le jour et ce qui est la nuit. Je vais marcher dans ma cuisine, à la recherche de l'heure. Et cela me fait bien peur, jeune homme. Madame, sans effet, vous êtes servi. Pyrrhus rend à l'hôtel son infidèle vie. Il expire. Et nos Grecs irrités ont lavé dans son sang ses infidélités. Je vous l'avais promis. Et quoi que mon courage, ce fut de ce complot une funeste image. J'ai couru vers le temple où nos Grecs dispersés se sont jusqu'à l'hôtel dans la foule glissée. Pyrrhus m'a reconnu. Mais sans changer de face, il semblait que ma vue excita son audace. Que tous les Grecs, bravés en leur ambassadeur, dussent de son hymen relever la standard. Enfin, avec transport prenant son diadème, sur le front d'Andromaque il a posé lui-même. Je vous donne, a-t-il dit, ma couronne et ma foi. Andromaque, régnez sur l'Épire et sur moi. Je voue à votre fils une amitié de père. J'en atteste les dieux, je le jure à sa mère. Pour tous mes ennemis, je déclare les siens, et je le reconnais pour le roi des Troyens. À ces mots, qui du peuple a tiré le suffrage? Nos Grecs n'ont répondu que par un cri de rage. L'infidèle s'est vu partout enveloppé, et je n'ai pu trouver de place pour frapper. Chacun se disputait la gloire de l'abattre. Je l'ai vu dans leurs mains quelque temps se débattre, tout sanglant à leur cou vouloir se dérober. Mais enfin, à l'hôtel, il est allé tomber. Du peuple épouvanté, j'ai traversé la presse pour venir en ce lieu enlever ma princesse. Qu'ont-ils fait? Pardonnez à leur impatience. Ils ont, je le vois bien, trahi votre vengeance. Vous vouliez que ma main portât les premiers coups, qu'il sentit en mourant qu'il expirait pour vous. Mais c'est moi, dans l'ardeur là, servi d'exemple. Je les ai pour vous seul entraînés dans le temple. Madame, vous pouvez justement vous flatter d'une mort que leurs bras n'ont fait qu'exécuter. Vous seul avez poussé... C'est toi, perfide, et n'impute qu'à toi ton lâche par ici. Va faire chez tes Grecs admirer ta fureur, va. Je la désavoue et tu me fais horreur. Barbare, qu'as-tu fait? Avec quelle furie as-tu tranché le cours d'une si belle vie? Avez-vous pu, cruel, l'immoler aujourd'hui sans que tout votre sang se soulevât pour lui? Mais parle de son sort, qui t'a rendu l'arbitre? Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? Oh Dieu, quoi? Ne m'avez pas vous-même, ici, tantôt ordonné son trépas? Ah, fallait-il en croire une amante insensée? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée? Et ne voyais-tu pas, dans mes emportements, que mon cœur démentit et ma bouche à tout moment? Quand je l'aurais voulu, fallait-il y souscrire? N'as-tu pas dû 100 fois te le faire redire? Toi-même, avant le coup, me venir consulter, y revenir encore, ou plutôt m'éviter. Que ne me laissais-tu le soin de ma vengeance? Qui t'amène en des lieux où l'on fuit ta présence? Voilà, de ton amour, le détestable fruit. Tu m'as porté, cruel, le malheur qui te suit. C'est toi, dont l'ambassade, à tous les deux fatale, l'a fait pour son malheur penché vers ma rivale. Nous le verrions encore nous partager ses soins. Il m'aimerait peut-être. Il le feindrait du moins. Adieu. Tu peux partir. Je demeure en Épire. Je renonce à la Grèce, à Sparte, à son empire, à toute ma famille. Et c'est assez pour moi. Traître, qu'elle ait produit un monstre comme toi. Que vois-je? Est-ce Hermione? Que viens-je d'entendre? Pour qui coule le sang que je viens de répandre? Je suis, si je l'en crois, un traître, un assassin. Est-ce Pyrrhus qui meurt? Suis-je au reste enfin? Quoi? J'étouffe en mon cœur la raison qui m'éclaire. J'assassine à regret un roi que je rêvais. Je viole un jour les droits des souverains, ceux des ambassadeurs et tous ceux des humains, ceux même de l'hôtel où ma fureur l'assiège. Je deviens parricide, assassin, sacrilège. Pour qui? Pour une ingrate à qui je le promets. Messieurs! Oh! Conseiller vertueux, voilà votre façon de servir serviteur qui pillait la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous attendez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts
que d'emplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Nous avons, depuis Philippe IV, perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre. En Alsace, Brisac, Stanford, Luxembourg, et toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Ormus, Goa, 5000 lieues de côte, les Fernamboucs et les montagnes bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait vous regarde en riant, comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe. Il ne faut risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays amis. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend les jours propices. Quel remède à cela? L'État est indigent. L'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y. Le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie. Le peuple misérable et compressure encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Et vous voulez, mes maîtres, ah, j'ai honte pour vous. Au-dedans, routiers, reîtres, pour battant le pays et brûlant la moisson, escopettes et braquets au coin de tout buisson, comme si c'était peu de la guerre des princes, guerre entre les couvents, guerre entre les provinces, tous voulant dévorer leurs voisins éperdus, morsures affamées sur un vaisseau perdu. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. Tout seigneur a ses gages, à 100 coupe-jarrets qui parlent sans langage. Génois, sardes, flamands, babrel et dans Madrid, l'almoisille, du veau pauvre, aux riches s'attendrit. D'où jadis, jamais rien d'autre. D'essayer, de rater, essayer encore, rater encore.